Alain Fromentel, vous êtes directeur des études de l'EFRAY. Bonsoir. Bonsoir. Vous tous, postulants, futurs postulants, curieux, vous avez 1 heure, voire un peu plus, pour poser toutes vos questions. C'est un moment unique, avec une règle, le franc-parler. Campus Channel se réserve juste 4 questions originales, tous les quarts d'heure. Eh bien, on passe, si vous voulez bien, Alain Fromentel, à cette première question. Question de source. Il n'y aura pas de nouvelle architecture informatique avant 1000 ans. Ce secteur va devenir franchement ennuyeux. D'après vous, cette citation est de qui? Je suis sec. Je ne sais pas. Steve Jobs? On n'est pas loin, on n'est pas loin, on n'est pas loin. PDG d'Oracle. Mais non, c'est pas une colle en fait. Ouais. Ce qui m'intéresse, c'est votre avis sur cette question. C'est en guise d'introduction. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez finalement? Est-ce que les technologies de l'information et de la communication, c'est pas appelé à rester ennuyeux? Vous, votre point de vue de directeur des études de l'EFRAY. Eh ben, c'est vraiment pas l'impression que j'ai. Bien entendu, dans 1000 ans, j'y serai plus, et de loin. Hein. Mais ça fait 10 ans que je suis dans cette école, ça fait 10 ans que je travaille dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. C'est pas mon domaine de base, mais peu d'importance. Hein. Je peux vous assurer qu'en 10 ans, il s'est passé au sens des TIC, à mon avis, plus d'événements que depuis que la Terre est née. C'est en perpétuel mouvement. Peut-être trop, parfois d'ailleurs. Est-ce qu'on peut avoir un aperçu de ce qu'il y a de palpitant, ce qui risque d'y avoir de palpitant dans cet univers qui peut, et si on se fie au PDG d'Oracle, en fait, à un univers qui peut paraître répétitif? Ce qui est palpitant, c'est que l'information appelle l'information et la communication appelle la communication. C'est-à-dire qu'on s'habitue très vite, en tout cas c'est ma perception, hein, on s'habitue très vite à pouvoir accumuler, gérer, chercher et trouver de l'information, à pouvoir communiquer dans n'importe quel lieu, dans n'importe quelle situation, à tous les endroits de la planète et voire peut-être même un jour au fond des océans. Et ça ne nous suffit pas. Ça ne nous suffit pas parce que ça va jamais assez vite, parce qu'on ne trouve pas l'information est pas assez pertinente hein, par rapport à ce qu'on a demandé. On pose des questions à l'ordinateur nous répond à côté, c'est énervant. On a envie de communiquer dans un contexte donné, on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas le bon outil. On n'a jamais le bon outil, c'est jamais à jour. Voilà. Bon, on passe, si vous voulez bien, après cette première question introductive, Alain Fromentel, aux questions des internautes. Bien sûr. Donc je vous invite tous à les poser avec énergie. Alain Fromentel est à votre disposition ce soir. Eh oui. Voici la première. L'EFRAY est une école qui forme TIC ou à l'informatique réellement. Qui forme TIC ou à l'informatique réellement, d'accord. Alors, l'informatique c'est assez réducteur. Hein. L'informatique c'est une technique, sans vouloir faire une définition précise, disons que c'est l'ensemble des sciences et des techniques qui régissent l'information, le traitement de l'information et le traitement de la communication. Et justement, ça me gêne de dire que l'EFRAY est une école d'informatique, car dit comme ça, on dit « Ah oui, d'accord, on voit très bien ce qu'on fait dans cette école, cette école est bourrée d'ordinateurs, on voit très bien ce qu'on fait, on est devant un écran, devant un clavier, accessoirement la main droite ou la main gauche sur la souris en train de manipuler les boutons, et ils font ça toute la journée, et d'ailleurs ils vont faire ça toute leur vie. » Et c'est pas vrai, ça c'est pas vrai. Heureusement d'ailleurs. Mais réellement, est-ce qu'on s'entend de l'EFRAY? Il n'y a pas comme une grande partie des étudiants qui deviennent développeurs ou qui travaillent en SS2I? Voilà, très bien. Il y a une partie, effectivement, hein, une bonne partie, 30% environ. Hein. Il y a 30%. Ça, c'est de l'informatique, c'est du développement. Ça, c'est de l'informatique, c'est du dur. Non, mais, okay. Bien sûr, hein, il y a environ 30% qui partent dans les SS2I. Ça ne veut pas dire que ces 30% font du développement. Ces 30% peuvent faire, il y en a beaucoup d'ailleurs, hein, les SS2I ont des activités dites de conseil, c'est-à-dire se mettre en relation avec les entreprises clientes, hein, c'est une société de service, hein, avec les entreprises clientes, et leur pose des questions telles que j'ai pu poser tout à l'heure, hein, de façon rapide, en disant de quoi avez-vous besoin, quel est votre souci, on va pas leur parler d'architecture informatique, c'est pas le métier, hein, mais quels sont vos besoins en traitement de l'information, quels sont vos besoins en termes de communication. Donc vous trouvez réducteur de parler de l'EFRAY comme école d'informatique? Oui. Je considère pas que c'est péjoratif. Je considère que excusez-moi, que c'est réducteur, car je préfère parler de traitement de l'information, qui est beaucoup plus large, avec l'outil informatique,
L'informatique, c'est technique, hein, technologique même. Hein. Et je préfère parler de systèmes de communication qui reposent aussi sur des machines. À quel métier peut-on espérer avec le diplôme d'Effray? Alors apparemment, vous l'avez dit, 30% se dirigent vers les SS2I. 30% dirigent vers les SS2I. Les autres sont, c'est une particularité, je vais employer le mot informatique, hein, c'est une particularité du monde informatique, c'est que ce monde informatique n'est pas fait pour lui tout seul. Il est fait, ou tout au moins il a été imaginé pour répondre à des problèmes d'entreprises que l'on appelle en général utilisatrices. Je prends un exemple, hein, ou plusieurs exemples, une banque. Une banque, c'est pas du tout un organisme informatique, loin de là. Mais la banque a historiquement eu besoin de calculateurs. Alors les calculateurs, il fut un temps où c'était des humains, des hommes, des femmes, hein, qui calculaient avec les machines à calculer ou avec, avant, à la main, en posant les opérations. Hein. Et puis, on a trouvé, ça c'est bien, hein, mais à partir du moment où le volume des transactions et à partir du moment où le nombre de clients augmente, évidemment, ça prend beaucoup de temps et on a cherché, c'est tout simple, hein, des systèmes automatiques, on appelait ça dans les temps la mécanographie, on en est loin avec les cartes perforées, mais c'est ça, le début c'est ça. D'ailleurs, l'histoire de l'informatique, elle est double, hein, mais une grande partie de l'histoire de l'informatique, c'est les banques et l'assurance, parce que il y a beaucoup d'informations à traiter, parce que il y a beaucoup d'informations à stocker. Ça correspond à quel débouché, ça, pour le coup, à l'inframentaire? Ça correspond exactement à la banque et à la finance, hein, banque, assurance, finance. Hein, ça représente un gros. Est-ce que c'est pas le même métier qu'en SS2I, mais en interne cette fois-ci? Alors pas tout à fait, parce que les banques n'ont pas de vocation. Alors, je peux parler de banque, je peux parler de constructeur automobile, hein, n'ont pas, chacun son métier, hein, n'ont pas vocation d'aller jusqu'au développement ou d'aller jusqu'à la proposition de solution. Ils ne sont pas experts en ça. Hein. En revanche, ça peut être intéressant ou pas. Ça peut être intéressant d'avoir dans la société une personne qui va jouer le rôle d'interface, qui connaît le monde, comprend le monde de la banque, de la finance, de l'automobile, des transports aériens, etc. et qui connaît également le monde de l'informatique suffisamment pour pouvoir discuter avec son fournisseur de services. Ne forment pas au secteur aérien ou au secteur de la banque, à l'informatique? Pas directement, mais un informaticien, disons que ça comme ça, hein, qui n'aurait aucune connaissance du monde qui l'entoure. Là, pour le coup, alors j'ai dit réducteur tout à l'heure, je continue à le dire, pour moi, c'est pas l'ingénieur. On touche à une spécificité quand même de l'Effray, on aura sans doute l'occasion d'en parler ensuite, c'est que vous avez des spécialisations sectorielles dans chacun des secteurs. Exactement. L'aéronautique, la banque, la finance, etc. Exactement. On a un positionnement technique, hein, technologique, qui sont les technologies de l'information et de la communication. Et ensuite, on a une formation, et non pas une ouverture, une véritable formation sur 2 ans, les 2 dernières années, qui justement va explorer les secteurs. Alors on ne peut pas tout faire, tout voir, donc un élève, c'est un système de choix, hein, un élève va dire, moi je vais m'intéresser au secteur de la banque, je vais m'intéresser au secteur du transport, je vais m'intéresser au secteur de la logistique, je vais m'intéresser au secteur de la santé, et ainsi de suite. Une formation en technologie de l'information et de la communication, voilà, plus une spécialisation sectorielle. Exactement. Vous mettez en valeur la vie associative de votre école, mais en quoi est-elle plus développée à l'Effray? Toutes les écoles ont une vie associative, j'espère bien. Une minute 30 secondes théorique. Hein. Une formation d'ingénieur, certes, est une formation scientifique et technique, personne ne dira le contraire. D'ailleurs, c'est la base. D'ailleurs, comme vous le savez, les formations d'ingénieurs sont régulées, ou tout au moins l'attribution du titre d'ingénieur est largement régulée. Donc, on a des invariants, hein, bien entendu. Donc, bien sûr, c'est une formation scientifique et technique. Mais ce n'est pas suffisant. Un ingénieur, dès le premier jour de son entrée dans l'entreprise, est un cadre, c'est-à-dire qu'on va lui mettre sur le dos des responsabilités de budget, de personnel, de temps, hein, évidemment. Donc il va vraiment participer à la vie de l'entreprise. Et ça, il ne faut pas croire. Ça prend. Parce qu'on peut dire, on verra ça après. Non. Peut-être, encore une fois, dans les temps. Hein, on peut dire, bon, l'ingénieur, on le forme aux sciences et aux techniques, il connaît bien son métier. Eh bien, il va rentrer dans la société tranquillement, il va se faire les armes. En quoi, c'est l'objet de la question, à l'informatique, en quoi c'est spécifique à l'Effray? C'est-à-dire que, vous avez raison, c'est-à-dire que, donc, si c'est assez naturel qu'il y ait une vie associative pour que les élèves s'auto-forment, en quelque sorte, hein, à leur future responsabilité au travers d'activités de ce type-là, nous, depuis de longues années, on a compris, c'est peut-être pas dire que les autres n'ont pas compris, hein, mais on a bien intégré ce fait et on a forcé le crayon. C'est-à-dire, on a rebondi en réalité là-dessus. Hein.
J'espère qu'il n'y a pas des élèves de l'Effray en face de la caméra, mais je peux leur dire, en réalité, vous vous rendez pas compte, mais on vous incite à faire ça, et on vous observe, et on vous corrige, et d'ailleurs on vous évalue. Nous sommes une des écoles, je dis pas que c'est nous Pourquoi c'est seulement. gênant qu'il y ait des élèves de l'Effray qui entendent ça, au final ils doivent être On veut dire on est avertis, manipulé. Alors vous êtes manipulé s'il y a des Mais qu'est-ce qu'il y a de, alors, qu'est-ce on qu'il y a les de évalue. particulier à l'Effray? On a l'impression que cette vie associative est importante dans toutes les écoles. Bien sûr. fondamentales. On les évalue. C'est-à-dire, je pèse mes mots, Ah. c'est-à-dire qu'il y a un module qui s'appelle participation à la vie de l'école. C'est pas nécessairement de la vie associative, ça peut être la participation à la communication de l'école, au rayonnement de l'école, si vous voulez. C'est une association comme si on veut. Hein. Ça peut être des actions humanitaires, ça peut être, bon, c'est pas nécessairement de jouer à la belote ou de taper le carton, quoi. Mais ça fait, presque chaque année, je rentre pas trop dans les détails, hein, presque chaque année, chaque élève, je dis bien chaque élève, est obligé de prendre une activité PAV, participation à la vie de l'école. C'est obligatoire. Ça lui donne 2 crédits ECTS dès lors qu'il le valide, mais il faut le valider. Pour le valider, il faut définir son projet. Ça aussi, c'est important. Oh, j'ai envie, j'ai envie de faire une association de quelque chose. D'accord, pourquoi pas? Nous, on dit toujours oui. A priori, il n'y a Donc, pas le de point de raison. Hein. différenciation, c'est que c'est un élément obligatoire chez vous. C'est un et élément qui est valorisé obligatoire. par des crédits ECTS. Exactement. Hein, et cadré, évalué. Ah, c'est la même question. Ah, pardon, oui. Que fait-on pendant la prépa intégrée? Vous n'en parlez presque pas sur le site internet. D'accord. Là aussi, on a une petite originalité, ça devient de moins en moins original, mais quand même. Hein. D'abord, nous sommes une école en 5 ans. C'est-à-dire qu'on utilise, comme les confrères, hein, la notion ou le vocabulaire de prépa intégrée et d'école ingénieure par convention. Hein. Mais c'est pas du tout ce qu'on pratique. Honnêtement, c'est pas du tout ce qu'on pratique. Ça fait plusieurs années, depuis environ 1986, hein, on a mis en place un système d'école en 5 ans, monolithique. La preuve, c'est que la prépa intégrée, d'ailleurs le nom est bien choisi, hein, préparation intégrée, préparation prépare à quelque chose. Mais dans une école en 5 ans, les 2 premières années préparent à rien du tout, ou toutes les années préparent les autres, ou on prépare à la vie. On est toujours en situation transitoire, hein, bien entendu, c'est la vie qui veut ça. Hein. On a dit, ok, on vient du baccalauréat, si on vient du baccalauréat, hein, bien entendu, et on rentre dans une école en 5 ans. Eh bien, si on rentre dans une école en 5 ans, on a le droit, entre guillemets, d'avoir une formation d'ingénieur durant ces 5 ans, y compris la première année. Ça veut dire que la notion de prépa intégrée n'est pas vraiment valable à l'Effray? Non. On le dit parce que c'est un vocabulaire classique, hein, mais dans nos, entre guillemets, prépa intégrée, c'est-à-dire dans nos 2 premières années, qui s'intègrent d'ailleurs dans un schéma LMD, enfin LM, hein, les 3 années de licence et 2 années de master, pour encore enfoncer le clou, eh bien dans ces 3 premières années de licence, L1, L2, L3, nous avons cette représentation, 75% de sciences et techniques, 25% de formation humaine, développement personnel. Et cette proportion-là, on la conserve pendant les 5 ans. Ça vous paraît spécifique à l'Effray, le fait qu'elle soit, il me semble que c'est assez, 5 ans? Il me semble que c'est assez spécifique. En tout cas, il n'y a pas nombre d'écoles qui pratiquent ce genre de choses. Je suis Lionel, étudiant en licence professionnelle et titulaire d'un Bac+2. J'aimerais intégrer votre école en 3e année. En 3e année, cycle ingénieur, et j'aimerais connaître les formalités. Ok, donc en 3e année, c'est-à-dire la première année des 3 ans d'ingénieur. Enfin, je traduis. Enfin, dans Bac+2, forcément. Hein. Quels sont aujourd'hui, puisque cette oui. rencontre est destinée aux personnes qui vont intégrer l'Effray, qui veulent intégrer l'Effray en admission parallèle. Voilà, c'est ça. Quelle est la démarche globale voilà. pour faire synthétique? Alors, je vais être clair, hein, bien sûr, hein, licence professionnelle, c'est un petit peu embêtant. On n'y peut rien, hein, c'est pas de notre fait. La licence pro, c'est un diplôme qui est dit diplôme de fin d'études. Il a été fait comme ça, faut pas se voiler la face. On pose la question au ministère de l'enseignement supérieur, il répond, il n'y a pas de raison. Hein, bon. Donc, de ce fait, plus exactement, la licence professionnelle n'est pas reconnue comme étant du niveau L3, c'est-à-dire du niveau de la licence générale. C'est pour ça qu'on l'appelle professionnelle. Licence générale, licence professionnelle. Après une licence générale, on peut naturellement intégrer un master. Qu'est-ce que vous en faites? Donc les licences professionnelles ne sont pas admissibles dans l'école? Malheureusement non. Donc on prend le dernier diplôme admissible. Donc je suppose que cet étudiant a dû faire un IUT ou un BTS. Donc on prend en compte son DUT, bien sûr, ou son BTS, bien entendu.
Mais malheureusement, la licence pro, qui a une vocation vraiment technologique, hein, on ne fait pas de sectarisme, hein, c'est que ça a vraiment une vocation technologique fin d'études, et ça s'accorde pas, hein, ça ne rentre pas, malheureusement. Je suis étudiant camerounais et je souhaite être titulaire d'un diplôme. Ah non, alors je suis titulaire d'un diplôme Bac+2, je voudrais savoir comment faire pour intégrer votre école d'ingénieur. Bon, alors là, je ne connais pas évidemment le diplôme Bac+2, De mais façon plus générale, Bac+2 appelle à Bac+3. Les étrangers, ça se passe comment? On traite les étrangers exactement de la même façon que les candidats français. Donc il s'agit bien entendu là d'une admission, je dis bien entendu, je pense, hein, d'une admission dite sur titre, puisque comme il dit diplôme Bac+2, c'est pas une CPGE, parce que le CPGE n'amène aucun diplôme. Donc je traduis que c'est qu'il a fait une université L1, L2 au Cameroun, hein, ou qu'il a fait l'équivalent de ce qu'on appelle un IUT en France. Ok, donc il va déposer, comme ses camarades français ou d'autres pays, un dossier d'admission sur titre et on va étudier son dossier scolaire. C'est la même procédure? C'est la même procédure, c'est exactement la même procédure. Il n'y a aucune différence. Et on n'a pas de quota. Bonjour, je suis un étudiant tunisien, je suis en première année classe préparatoire intégrée et je souhaite entrer dans cette école Effray en deuxième année. Veuillez m'aider cordialement. Première année, classe préparatoire intégrée, d'accord, ok. Donc, assimilé pour la France, hein, ce qu'on appellerait soit première année CPGE, soit justement classe préparatoire intégrée dans une école qui a des CPI. Donc, c'est-à-dire qu'il serait déjà dans une école? Donc, je pense qu'il est déjà dans une école, hein, parce que c'est classe préparatoire intégrée, donc normalement il est déjà dans une école, mais on va le traiter de la même façon que s'il était en première année de CPGE. Et on va automatiquement le diriger vers un concours qui s'appelle concours SUP, qui est destiné au CPGE première année. D'accord. Ça veut dire que parmi les gens qui postulent à l'Effray, vous avez déjà des gens qui viennent d'écoles concurrentes, enfin aussi d'écoles concurrentes et qui sont en classe préparatoire intégrée? Aussi. Ça arrive. Hein. Ça arrive. C'est un peu le problème qu'on peut rencontrer, enfin le problème, hein, c'est la situation hein, qu'on peut rencontrer dans les écoles en 5 ans, c'est que quand on est au niveau du baccalauréat, ou bien on est très déterminé, il y en a quand même un certain nombre d'étudiants qui sont déterminés, hein, et puis bon, ils ont choisi leur école, ça va, hein, ou bien ils ne sont pas nécessairement très déterminés, donc ils se sont un peu promenés dans les salons, ils sont venus à diverses journées portes ouvertes, peut-être à un certain moment ils ont été séduits, il y a beaucoup de choses hein, qui jouent pour diverses raisons, parce que c'est près de chez eux, parce que ceci, j'en sais rien, hein, parce qu'il faisait beau ce jour-là, ça peut être beaucoup de facteurs, je sais bien. Et puis, oh, d'accord, bon, ils rentrent dans l'école, ils font un an, puis s'aperçoivent que ben non, c'est pas du tout ça, que l'informatique, ça leur sort par les narines, et donc il faut changer. Ou que la mécanique, hein, on fait la mécanique, ça a l'air bien, ça a l'air marrant, et ça va pas. Et au bout d'un an, parfois même au bout de 6 mois, on commence à se poser des questions. Au bout d'un changement d'orientation, au bout d'un semestre, nous comme les collègues, hein, et au bout de 6 mois, au bout d'un an, ben non, j'ai envie de changer d'école. On repasse par la voie du concours, hein, ça c'est obligatoire. On ne peut pas rentrer dans une école d'ingénieur autre que par concours. C'est pas simplement comme ça. Pas possible. On passe à une question campus Channel à l'inframontal. D'accord. Et on lui pèlera le jonc comme au... Pas bien sous tout rapport. Vous avez 1 minute pour dire du mal d'un concurrent. Oh Du mal d'un concurrent. Alors, je vais pas dire ça me ressemble pas, hein, je vais pas dire du mal d'un concurrent, mais simplement, en France, on a un problème. Comme s'il n'y en avait pas assez comme ça. Le problème est autour du mot ingénieur, et avec des choses qui gravitent autour, ingénierie, etc. Voilà. Hein, bon. En France, le titre d'ingénieur est déposé hein, et est parfaitement contrôlé par une instance du ministère de l'Enseignement supérieur qui s'appelle la Commission des titres d'ingénieur. La CTI. La CTI, exactement. On n'a pas le droit de porter un titre si on ne l'a pas. Mais le titre d'ingénieur que l'on a pour une école, par exemple Effray, s'appelle titre d'ingénieur Effray. Donc on ne peut pas dire qu'on est ingénieur Effray si on n'a pas ce titre. Ou ingénieur, école centrale, ou ingénieur, tout ce qu'on veut. Mais, sur la carte de visite, le mot ingénieur, et pas le titre, n'est pas protégé, lui. Il n'y a pas d'ordre des ingénieurs au niveau de la France. Donc on peut très bien dire monsieur Alain Fromentel, ingénieur. Monsieur Alain Fromentel, ingénieur commercial. Monsieur Alain Fromentel, ingénieur, méthode, tout ce que...
tout ce qu'on peut imaginer. Et bien entendu, des écoles ont trouvé intéressant, parce qu'elles n'avaient pas l'habilitation, qu'elles n'ont pas souhaité, je respecte. Hein. Mais on trouvait intéressant de dire, eh bien, nous formons des ingénieurs. Mais pas des ingénieurs diplômés. Ça vous agace. C'est subtil, ça m'agace un peu. Oui, c'est vrai que ça m'agace un peu. Oui. J'aimerais bien qu'il y ait un ordre des ingénieurs en France. Mais bon. Allez, on repasse aux questions des internautes. Posez-les en nombre. Je suis venu à une JPO, journée porte ouverte, l'année dernière avec mes parents. Et c'est marrant, mais mes parents ont été plus séduits que moi. Je me suis demandé si vous ne cherchez pas surtout à séduire les parents. Tout est sous contrôle, ne vous inquiétez pas. Ah. On cherche pas à séduire les parents, c'est pas les parents qu'on va avoir en face de nous. Maintenant... en même temps, c'est des interlocuteurs importants pour vous, les voilà. parents, j'imagine, puisque vous êtes sur des élèves qui sont assez jeunes, au Bien final. sûr. Maintenant, s'il s'agit... je vais changer le verbe. S'il s'agit de rassurer les parents, ça c'est autre chose. Je m'explique. Les parents ont une hantise qui paraît bien naturelle, c'est l'échec. C'est normal. Hein. Donc, bien sûr, les frais n'est pas une machine à échec, ça veut dire pour autant qu'il n'y en aura pas. Il y en a, bien sûr qu'il y en a ça serait miraculeux. Bien sûr qu'il y a, c'est même presque normal, même si ça peut pas être choquant ce que je dis. Ce que les parents recherchent quand même, c'est au minimum de le savoir. De savoir, et le plus tôt possible, hein, évidemment. Si... Qu'est-ce qui fait que, apparemment, si je suis cette question, vous pourriez séduire plus les parents que les élèves? C'est vraiment pas voulu. C'est pas une règle générale, mais qu'est-ce qui fait... Alors, ce qui peut séduire les parents, c'est... Alors, on a un système qui est... je vais pas dire original, parce qu'on commence à l'entendre... on commence à le voir un peu partout, hein, mais on a un système qui s'appelle la référence à l'école. Hein, donc, c'est une équipe d'enseignants dont la particularité est qu'ils ne font pas d'enseignement, ou plus exactement, ils ne font plus d'enseignement, et ils se consacrent complètement au suivi pédagogique, donc le travail et les résultats obtenus des étudiants. Et ils sont en contact, on le dit d'ailleurs aux parents, parce que c'est la vérité, et c'est le contact privilégié des étudiants, et c'est aussi le contact privilégié des parents. Nous sommes une école privée, payante, la plupart du temps, pas toujours, mais la plupart du temps, les parents payent, si j'ose dire, et bien sûr, ils ont le droit de savoir ce qui se passe. Hein. Donc, ça on leur dit honnêtement, hein, à la question y a-t-il un suivi, on répond et comment, puisque c'est pas seulement un suivi comme ça, parce que les notes apparaissent sur un portail, hein, donc tout le monde peut consulter les notes, bon super, très bien, hein, bon, mais on a des humains derrière la machine, on a des humains, il y a une troisième partie qui regarde les notes, l'élève regarde ses notes, les parents regardent les notes, ou pas, les référents regardent les notes. Et quand ça va pas bien, au début, on le sent, on a un peu l'expérience, et quand ça va pas bien au début, eh bien, on demande à rencontrer l'élève, peut-être même parfois ses parents, l'élève pour lui dire « Oh, ça va pas fort », et si on constate qu'il y a danger, on appelle les parents en disant « Il y a danger ». Flore, Thomas, vous nous avez rejoint, en fait, vous êtes étudiante à l'EFRAY. Oui. Et donc, tous les deux, vous allez pouvoir maintenant répondre à ces questions. Je vous laisse lire la question suivante. Où est-ce qu'on peut partir à l'étranger? Je commence. Allez-y. Alors, il y a, dès la L3, donc dès la troisième année de l'école d'ingénieur, il y a 3 destinations qui sont la Malaisie, l'Angleterre et la Californie. Donc moi, je suis partie l'année dernière en Californie. C'est obligatoire ou... Oui. En L3, tout le monde part? Tout le monde part. C'est pas quand on souhaite dans le parcours, c'est en L3. Tout le monde part. Avant, non. Personne ne part avant. Peuvent, au niveau des stages, c'est rare. Oui, c'est rare. Hein, Mais d'un point de vue académique, en tout cas, c'est au niveau de la L3 que ça se passe. Au niveau académique, tout le monde, sans exception, part. Et 3 destinations. Ça, c'est juste pour la L3. Après, on peut partir plus tard. Voilà. Il y a des séjours de mobilité qui peuvent... Effectivement, sur votre site, on voit je crois qu'il y a 29 pays qui sont ça. impliqués. Donc ça, c'est pour plus tard. Ça, c'est pour plus tard. 29 plus 3. D'accord. Pourquoi ces 3 destinations, Alain Fromentel? Et la Malaisie qui paraît assez surprenante. Oui, vous allez comprendre. On a fait le choix donc d'une mobilité. Alors, il faut juste un mot là-dessus. Il faut préciser que ce sont des programmes de l'EFRAY. C'est-à-dire que c'est en cela que c'est différent de l'immersion internationale qui est faite en suivant les programmes d'université, là où on a nos différents accords. Hein.
les Erasmus, hein, disons Erasmus au sens général. Là, c'est pas du tout un programme Erasmus. On dit voilà, les élèves sont en L3, on va les envoyer en Malaisie, hein, pourquoi pas, et ils feront le programme de l'EFRE. Mais bien entendu, avec les méthodes locales et avec les enseignants locaux. Sinon, ça n'a évidemment aucun intérêt, hein, bien sûr. Donc ça c'est déjà une considération. Maintenant, pourquoi le choix? On a choisi, on va le faire en français, on va profiter pour le faire en anglais. Donc il nous fallait des destinations anglophones. Et d'un. Deuxièmement, alors ça devient simple, on a choisi une destination en Europe, anglophone, l'Angleterre, une destination en Asie, anglophone, il y en a quelques-unes, il n'y en a pas tant que ça, hein, la Malaisie, une destination anglophone en Amérique, les États-Unis. Est-ce que ça veut dire que les étudiants restent entre étudiants de l'EFRE ou est-ce qu'ils se mélangent à d'autres étudiants? Alors les cours se font avec les élèves de l'EFRE, mais c'est vrai que moi par exemple en Californie on était sur le campus, donc on vit avec les étudiants sur le campus, on peut participer à tous les événements, donc on est quand même vraiment en contact avec les étudiants étrangers. D'accord, ça c'est une spécificité de oui. l'EFRE, d'avoir oui. cette organisation. Ah oui. Ça répond très très rapidement. Ça répond à une forte demande de la CTI, encore une fois, qui est assez légitime, hein, d'obliger tous les élèves à avoir au moins une fois dans leur vie, dans une école, une mobilité internationale. Bon, là, c'est réglé. Y a-t-il beaucoup de filles à l'EFRE? Alors, j'irai pas jusqu'à beaucoup, mais il y en a. Ce soir, 100% des étudiants Voilà, sont des 100%. filles. Je représente Comme les moi filles qui de l'ai dit. l'école. Non, je voudrais pas dire de bêtises, mais 20% à peu près. Moins que ça. Moins Moins Bon, que ça. je suis C'est optimiste. de l'ordre de 15%. Pour coller à la moyenne, il n'y a pas plus de filles qu'ailleurs. Non. 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 On le regrette. Parce qu'il n'y a pas de raison, mais c'est comme ça. Je suis Amine du Maroc, étudiant en première année SMA. Je ne sais pas ce que c'est. Créatif motivé, j'ai un très bon niveau en matière des nouvelles technologies, participé dans plusieurs compétitions mondiales. Pouvez-vous me donner une bourse d'aide pour suivre mes études à l'EFRE? Avant, il faudrait faire acte de candidature. Des bourses. Mais derrière cette question, à l'instrumental, voilà, c'est ouais. est-ce qu'il y a des bourses au Il y a des mérite bourses, hein, ouais. ou pas? Il y a des bourses au mérite et au social. Bon, elles sont Ce sont modestes. deux hein, bourses différentes ou c'est une même bourse? c'est la même chose. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'on examine, je l'ai mal dit. Hein, c'est une bourse sur critères, mérite et social. Donc, on sert en priorité les plus faibles ressources des foyers. Hein, et les plus hauts mérites, c'est un peu normal. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça représente en termes de dotation ou est-ce que... C'est de l'ordre de 750 €. Enfin, on plafonne à 750 € pour la bourse. Ce qui représente 10% de la scolarité. Ce qui veut dire que quelqu'un qui aurait des difficultés financières importantes, au final, il ne peut pas dépasser les 10%. Non. Non, ça c'est pas possible. Donc c'est pas une solution totale. Ah non, pas. non. Ça c'est le coup de pouce, c'est l'aide. Vous êtes conscient que ça ne fera pas venir des étudiants qui n'ont pas les moyens du tout, mais qui auraient un niveau brillant parce qu'ils seraient champions de France ou champions du Maroc d'escrime ou de... Bien sûr, je comprends, hein, on peut faire des efforts, bien entendu, mais on ne peut pas se le permettre. Hein, les frais est un établissement associatif privé. On est, du fait de l'association, on est obligé d'équilibrer notre budget, hein, enfin nos budgets, hein, bien sûr, et le caractère privé fait que les subventions de l'État français sont très réduites, hein, c'est de l'ordre des 10% de notre budget. Donc malheureusement, on ne peut pas faire de miracle. Il faut s'intéresser en tout cas pour les étudiants étrangers au système de bourse, bilatéraux ou français, mais en tout cas pas spécifique à l'EFRE. En tout cas, juste qu'à une proportion de 10%. Bonsoir, en quoi êtes-vous différent de l'ISTI? Nous sommes sur des domaines assez connexes. Hein, alors il faut bien avouer que c'est pas choquant, hein, le fait qu'il on sent qu'on touche un concurrent là, on a mis le doigt sur quelque chose. Nézim Fins, le directeur de l'ISTI, est un copain, donc tout va bien, je suis très à l'aise. Flore, pour vous, c'est un concurrent. Alors moi, je vous avoue franchement que j'avais passé c'était une autre école qui m'intéressait, j'avais passé l'oral de l'ISTI, j'avais été reçue. Et j'avais été plus séduite par les frais parce que j'avais l'impression qu'il y avait vraiment des preuves de ce qu'ils voulaient montrer à travers leur site, les plaquettes et tout ça, notamment l'immersion dès la première année, les parcours qu'ils proposaient. L'immersion, vous voulez dire l'immersion oui. dans le parcours d'ingénieur? Oui, et à l'étranger dès la première année aussi.
Ça, Ah oui, c'est c'est vrai que c'était un plus Quel pour était moi. votre parcours avant, Flore? Moi, j'étais en classe préparatoire. D'accord. Et donc, Qu'est-ce qui vous a... voilà, c'est le... Ah, voilà. un DUT, non. J'ai pas... Ah non, pardon. Maths P, oui. J'étais en classe préparatoire PC, physique, chimie. D'accord. Vous avez fait première année, deuxième année? 2 ans de prépa. de maths, d'accord. Ouais. Qu'est-ce qui l'a séduite à l'effrayer? Alors, bah, justement, le parcours qu'il proposait, notamment en finance, j'étais intéressée, je voulais faire de la finance. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles d'ingénieurs qui proposent ce type de parcours. Les doubles diplômes aussi qui sont proposés à l'effray, notamment le double diplôme avec Audencia, qui m'a beaucoup séduite et que j'aimerais intégrer par la suite. Ça concerne beaucoup de personnes, ce diplôme avec Audencia? Environ 5 par an. D'accord. Alors il faut... Il y a de la concurrence J'ai l'impression que vous êtes en train de dire à Flore que vous aimeriez bien, enfin il y a de la concurrence? Ah oui, il y a de la concurrence. Ah ouais. 5 par an, comme M. Fromental S'il y le a dit, cinq c'est pas candidats, en même beaucoup. temps, c'est pas très Non, non, il y a plus. concurrentiel, Il y a bien, disons qu'il y a beaucoup de candidats potentiels, beaucoup qui s'autocensurent. Il faut expliquer que ce programme est très particulier, car au prix d'une année supplémentaire, quand même, hein, au prix d'une année supplémentaire, ce schéma permet d'avoir conjointement le diplôme d'ingénieur effray, habilité CTI, et le diplôme grande école d'Audencia, et non pas master spécialisé. Le diplôme grande école. On fait une année de plus, donc on fait 6 On fait une année ans. de plus. On fait une année de plus. Alors que normalement, entre guillemets, on devrait en faire 2 si on le faisait par soi-même, en disant voilà, j'ai mon diplôme d'ingénieur en poche. Et on passe combien de temps, Audencia? Un an et demi. On C'est bien oublie, ça. c'est le minimum 18 mois pour valider une 18 mois. mois. Ouais, exactement. Moi, ce qui m'a séduit aussi particulièrement à l'effray, c'était justement l'importance pour toutes les matières d'ouverture, donc la communication, les langues. Il y en a plein d'autres. C'est vrai que c'est rare pour une école d'ingénieur. Normalement, ça devrait être. Normalement, c'est le moyen d'attirer, enfin d'avoir plus de filles à l'instrumental, les matières d'ouverture. Peut-être. En général. Oui, si. Ah, oui, ça oui, n'intéresse si. pas que les filles. Hein. Il y a beaucoup de On gens est qui sont d'accord. aussi intéressés. Mais ces matières d'ouverture, enfin, les filles sont souvent plus sensibles. C'est possible. Vous avez raison, hein, elles ont une connotation peut-être un peu plus école de commerce. Hein. D'ailleurs, il y a quelque chose d'intéressant à l'effray, là-dessus on est un petit peu originaux, et d'ailleurs ça surprend toujours un peu. À la fin de la deuxième année, donc L2, hein, la deuxième année post-bac, on demande aux élèves de faire un stage commercial. C'est extrêmement surprenant. Tout le monde. Tout le monde, oui. Et, même chose, hein, nous on est comme ça, là, carré. Là. Vous l'avez Tout le fait monde est où, hop, là, Flore? hein. Pardon, Le stage commercial? Ben non, elle est rentrée en troisième année. Moi, Voilà. voilà. Comme on est parti en immersion. Classiquement, c'est les grandes surfaces de vente. Pourquoi c'est important je pour vous passe cette passer par ces... Alors pourquoi c'est important? Parce que, alors c'est pas tellement l'aspect commercial, hein, on est quand même dans une école d'ingénieur, mais par ce stage commercial, on essaie de développer la notion de vente. Et ensuite, et aussi la notion de client. On a toujours un client. Quand on est ingénieur, alors en particulier dans les SS2I, alors là, c'est criant de vérité, hein. Mais même ailleurs, on a toujours un client, même si c'est un client interne. Donc on a toujours quelqu'un qui va nous demander quelque chose et qu'il va falloir satisfaire au mieux. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Flore, je vous laisse traiter la question suivante. Vous avez déjà traité les plus. Oui. On peut dire que vous avez traité, sauf si on en a raté encore un ou deux. Dans les plus, je voudrais rajouter aussi les associations de l'école, et notamment la junior entreprise. Enfin, je fais partie de la junior entreprise de l'école, CPFRE, qui est une junior très impliquée dans le mouvement des juniors entreprises en France, et c'est vraiment une expérience très enrichissante. Comment est-ce qu'on peut s'en rendre compte qu'elle est si impliquée que ça? Par les labels qu'elle a obtenus les différentes années, son classement, toutes les actions qu'elle fait. Pour la CNJE, la semaine dernière, on a participé au CJE, qui était en fait le club junior entreprise qui a organisé un débat sur les grandes écoles vs universités, toutes les actions qu'on mène tout au long de l'année. Et cette junior entreprise, elle agit essentiellement dans le domaine des technologies de l'information et de la communication? Oui, donc la junior entreprise va en fait travailler avec des clients pour faire de la création de sites internet, d'applications mobiles, de l'audit, du conseil, enfin plein d'activités de domaines assez variés, mais qui vont forcément se rejoindre sur le thème des technologies de l'information et de la communication. Parce que dans une junior entreprise, on met vraiment en pratique ce qu'on apprend dans l'école. Et les moins alors? Les moins, honnêtement. franchement, Faites abstraction de l'instrumental à vos côtés. Je peux tout rendre. qu'est-ce que je peux dire sur les moins? Il y en a. Soyons honnêtes, c'est Oui, très oui, important en même évidemment, temps, les évidemment. moins, parce que c'est ce qui fait que votre discours est aussi vrai en fait et qu'on va vous écouter aujourd'hui. Le côté négatif, qui n'est pas forcément un côté négatif, c'est justement, il y a plein de choses qui sont proposées à l'école,
mais qui restent quand même assez sélectives. Par exemple, les partenariats avec des universités pour partir à l'étranger en 4e année. Donc il y a des très bons partenariats, ça reste très sélectif, donc on pourrait croire qu'on nous promet des choses qu'on n'a pas forcément. Après, c'est à l'étudiant aussi, s'il est motivé de travailler, c'est de s'investir un maximum pour avoir ce qu'il veut. Ça va être pareil pour le double diplôme ou les masters spécialisés avec Grenoble. Donc là-dessus, il va y avoir une grosse sélection, mais... Je confirme. Voilà. On pourrait penser qu'on nous promet des choses qui sont inatteignables. Après, il y en a qui arrivent, donc... C'est vrai, je confirme tout à fait. C'est une chose de présenter un éventail de possibilités. C'est autre chose de pouvoir saisir l'opportunité au meilleur, son meilleur choix. C'est une des devises de l'école sur ce point-là, hein, bien entendu. Mais enfin, elle existe déjà au niveau de la mission post-bac, c'est pas nouveau. Allez, on va faire un break et on va jouer à un jeu. Voilà. Alain Fromentel, je vais vous poser des questions sur le style d'un entretien d'admission, puisque finalement tous les candidats vont passer un entretien d'admission. Exact. Sauf que l'entretien d'admission, cette fois-ci, c'est les frais qui le passent. C'est quoi vos projets à moyen terme? Mon projet à moyen terme, c'est... Pas à vous, on parle bien de les frais, on est bien d'accord. sûr, hein, c'est Terrible ces entretiens d'admission. Ah, terrible. Terrible, la page blanche. Là, hein. Qu'est-ce qu'il y a dans les tuyaux? C'est de continuer à grandir, de continuer à attirer un maximum de candidats. Je suis honnête jusqu'au bout. Pour pouvoir affirmer encore mieux notre sélection pas seulement au niveau des notes des individus, mais au niveau de la véritable motivation, le véritable engagement, l'énergie que un futur qu'un candidat pourrait nous montrer. Vous aimeriez être plus sélectif encore? Plus sélectif à tout point de vue, pas seulement au niveau des performances scolaires. Deuxième question, qu'est-ce qui vous fait avancer dans la vie? Les frais. L'énergie interne. Réponse de physicien. Il y a une énergie dans cette école, c'est assez subtil, hein, qui fait que même dans les situations parfois les plus désespérées ou les plus désastreuses, eh ben, malgré tout, on continue à avancer, tête baissée et on y va. Exemple, hein, qu'est-ce que vous avez dépassé de si important? Quasiment tous les jours, il y a des challenges. C'est-à-dire, on ose beaucoup dans cette école. Exemple? Qu'est-ce qui vous paraît osé? Ah oui, bah oui, voilà, je me suis fait piéger. Flore a le droit de participer. Hein. Oser, oui, bien sûr. Hein. Oser, quand on a décidé, quasiment du jour au lendemain, plus exactement, d'une année à l'autre, à dire, allez, on envoie tout le monde en immersion, en mobilité, excusez-moi, en mobilité internationale, je vous garantis que quand on l'a annoncé, on ne savait absolument pas comment on allait le faire. Pourquoi est-ce qu'on devrait vous prendre plus qu'une autre école, sous-entendu? Une raison à l'instrumental. Peut-être pour l'énergie que l'on a et que l'on, je pense, montre. Quelle est votre plus grande qualité? L'audace. Votre plus grand défaut? Et un vrai défaut, hein, pas le doigt trempé dans le pot de confiture. Hein, ça, c'est trop gentil. Oui. Notre plus gros défaut. Non, Flore, elle a déjà dit. Elle a déjà dit. Ah oui, bah voilà. L'étroitesse de nos ressources. Pas nécessairement un défaut, mais en tout cas, c'est. Enfin, je sais pas si on peut dire c'est l'un des ressources financières. Oui, voilà, hein, ce qui nous ça nous limite tous les jours dans ce qu'on aimerait. On aimerait faire beaucoup de choses, mais on ne peut pas ou on ne sait pas peut-être. Allez, on repasse à vos questions à tous. Posez-les en grand nombre et on reprend ces questions. Bonsoir monsieur, pourquoi proposer un diplôme de licence et pourquoi proposer des doubles diplômes avec des grandes écoles de management? Ce sont deux choses différentes. Un diplôme de licence, c'est un petit peu original. C'est pour deux publics. Hein. Le premier public, parce que la licence ça fait en 3e année, donc
on propose des diplômes de licence à des élèves qui ont le bac. Le bac, c'est le premier grade de l'enseignement supérieur. Et nous sommes une école d'ingénieurs, donc nous ne sommes pas habilités à délivrer un diplôme de licence. Donc le grade suivant le bac, pour nous, c'est le grade de master, titre d'ingénieur, grade de master. Et c'est passé 5 ans. Il peut y avoir des accidents, il peut y avoir des souhaits d'élèves, hein. Même au bout de la L3, ça arrive. C'est pas fréquent, mais ça arrive. Hein. Pardon. De quitter les frais. Donc on peut quitter les frais avec un bachelor. On peut quitter les frais avec un bachelor, et c'est un vrai bachelor, si tant est qu'il y en a des faux, puisque c'est un diplôme de licence qui, par convention, est celui de la licence générale de l'Université de Marne-la-Vallée. Vous n'êtes pas les seuls, enfin pas simplement dans l'école d'ingénieurs, mais je pense à Sciences Po qui a écrit un bachelor également. C'est assez courant dans les écoles en 5 ans. Maintenant, enfin, c'est pas courant, mais ça tend à se développer. Ça tend à se développer, c'est Vous ça. êtes précurseur. Nous, ça fait très longtemps qu'on a ça. Et donc c'est l'intermédiaire. Et ça permet aussi, après tout, c'est ce que je dis aux élèves, je le répétais, hein, ça permet aussi justement de se frotter à une évaluation nationale. C'est un peu la mode, hein, mais on l'a pas fait pour la mode. Hein, mais aujourd'hui, c'est un peu la mode de dire qu'est-ce que je vaux aujourd'hui. Hein, j'ai fait 3 ans dans un cursus qui est maths info. D'ailleurs, on se reconnaît bien. C'est pour ça qu'on a pris cette mention de licence. Hein. Qu'est-ce que je vaux? Est-ce que je vaux une mention? L'université délivre des mentions. C'est intéressant. Est-ce que je vaux une mention passable? Est-ce que je vaux une mention bien? Est-ce que je vaux une mention très bien? Tous les ans, on a une quinzaine de mentions très bien. J'espère que ça fait plaisir aux élèves. En tout cas, nous, ça nous fait plaisir. Pourquoi des diplômes avec les écoles de management? Diplôme avec les écoles de management, c'est autre chose. Hein. Un ingénieur est un cadre, hein, je le répète. Hein. Donc il aura forcément, il ne peut pas passer à travers, hein, il aura forcément à un moment donné dans sa vie des fonctions managériales à exercer. Est-ce qu'il veut accélérer ce moment ou le ralentir? Ou ça lui est indifférent? Si ça lui est indifférent, disons, hein, eh bien il fera son diplôme d'ingénieur, il rentrera dans une entreprise. Il aura de toute façon des notions, encore heureux, hein, largement des notions, nos fameux 25%, hein, de gestion d'entreprise, de management des personnes. Et voilà, il se formera ensuite, le reste, c'est sa vie, hein, bien entendu. Hein. Mais est-ce qu'il veut accélérer? C'est-à-dire, est-ce que sortant d'une école d'ingénieur, on en pense ce qu'on veut, mais sortant d'une école d'ingénieur, est-ce qu'il a vraiment envie délibérément de se tourner le plus vite possible vers des fonctions de management? Alors, dans ce cas-là, ce double diplôme avec une école de commerce est un accélérateur de carrière. C'est le seul double diplôme au DNCA? Au niveau du double diplôme, double diplôme. Oui. C'est peu sans place à l'instrumental quand même. Double diplôme. Hein, après, il y a des masters spécialisés. Après, on a une myriade de masters spécialisés. Alors, ça se fait avec la même formule. Hein, on a les deux conjointement, mais le master spécialisé n'est pas un diplôme national. Hein, c'est un label. C'est appelé à s'étendre ou passer 5 places ou pas pour le moment? Alors c'est appelé à s'étendre vers d'autres écoles de commerce? Voilà, c'est ça. C'est appelé à s'étendre. Hein, c'est assez récent, ça a 3 ans, hein, ce programme avec Audencia. C'est appelé à s'étendre avec d'autres écoles de commerce, peut-être même vers d'autres écoles d'ingénieurs, mais plutôt des masters spécialisés avec d'autres écoles d'ingénieurs. Beaucoup d'entre nous hésitent avec le CE. C'est quoi la différence de l'EFRE? Je ne connais pas bien le CE pour m'exprimer dessus, mais... Vous avez parlé tout à l'heure effectivement d'une autre école. Le USTI, c'est vrai, USTI, CE et FRAE, nous sommes sur, partiellement, hein, bien entendu, sur le même grand domaine d'activité. Alors ce que je voulais déjà dire, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Moi, j'aime pas les guéguerres. Hein, il y a vraiment de la place pour tout le monde, j'entends par là. Il y a de la place pour tout le monde au niveau des candidats. Et pour les ingénieurs sortis de l'ECE, de l'USTI ou de l'EFRAE, pour l'instant, Dieu merci, il y a largement de l'offre. C'est quoi la différence de l'EFRAE? Bien sûr, on a des convergences, on a des différences. Je ne veux pas rentrer dans le débat des frères ennemis, c'est ridicule. Après, c'est un choix. À la frontale, au-delà Ouais, de rivalité qu'il peut y avoir, on peut très bien mettre en avant des points de différence, en fait. Est-ce qu'il y a des éléments qui sont patents, évidents? J'ai beaucoup de mal. Je m'en sors par une pirouette. Je suis ingénieur, j'ai envie de travailler à la banque. Hein, pourquoi pas. BNP, Société Générale. Comment on va choisir? C'est pas évident. On va choisir pour des raisons souvent affectives. J'ose espérer qu'entre CE et FRAE et STI, il y a aussi des raisons affectives parce que ça s'est bien passé lors de la JPO, parce qu'on a rencontré, il y a un fit qui a eu lieu avec les enseignants ou avec la direction. Flore, tu veux faire quoi à la sortie? Tu veux faire quoi comme stage? Alors moi, à la sortie, j'aimerais bien travailler
dans la finance, donc finance de marché ou finance d'entreprise. Ça, encore un peu flou, ça reste à voir, je me pose encore des questions. Et comme premier stage, c'est vrai que j'aimerais bien avoir une première expérience dans la banque. Donc pas la banque d'un point de vue, on va dire, d'ingénierie pour bâtir des architectures, etc. Là, vraiment, la finance, pure finance, donc on oublie quasiment la compétence d'ingénierie. Pour la suite, c'est vrai que le premier stage qu'on a à faire est un stage technique. Je ne compte pas rester dans le côté technique pour le reste de ma carrière, mais c'est quand même la base d'un ingénieur et il nous faut bien un premier stage. Il faut avoir des compétences solides au niveau technique pour pouvoir après évoluer. Vous savez où vous allez le faire? Non, pas encore. J'aimerais le faire à l'étranger. Je suis en train de chercher pour le moment. Voilà. Pourquoi avoir supprimé la filière électronique dans le cursus? Cette partie de l'enseignement n'est plus, selon les frais, importante pour un ingénieur informatique. Ah. Alors, la filière électronique, c'est-à-dire une filière s'étendait auparavant sur 3 ans. On était encore, ça date de 2002 environ, cette affaire-là. Donc, auparavant, on était encore dans le système 2+3, c'est-à-dire 2 années de prépa et 3 années de filière. Voilà. Donc il y avait effectivement une filière électronique qui formait des électroniciens, ça c'est bien clair, une filière informatique qui formait des informaticiens, ça c'est logique. On a remarqué, on n'a pas été les seuls d'ailleurs, que alors que les informaticiens se plaçaient très bien dans la société au niveau de l'emploi et suffisamment bien pour les stages, je parle surtout des stages techniques qui est toujours un peu délicat, le stage de 4e année, mais ça fonctionnait. Et les électroniciens avaient énormément de mal à se placer dans les stages, et en particulier dans les stages techniques, et eh bien, on s'apercevait qu'au niveau de l'emploi, ils arrivaient à trouver un emploi, sans problème, mais dans les SS2I. Alors évidemment, c'était un peu surprenant. La filière électronique donc on a pris n'est plus spécialement porteuse. D'autant plus qu'il faut bien dire les choses, d'autant plus qu'on avait choisi, ça c'est un mauvais choix. Certainement, mais c'est facile de le dire après. D'autant plus qu'on avait choisi deux orientations. Une orientation télécom, et dans les années 2000, les télécoms n'ont pas très bien fonctionné, si on se souvient un peu. Et une autre orientation électronique qui était la microélectronique. Alors là, c'est la catastrophe, c'était l'effondrement total de la filière microélectronique en France. Ça fait partie de l'industrie, donc on sait ce que sont devenues les industries en France, on peut le regretter, c'est comme ça. Et la bulle Internet a fait le reste au niveau des télécoms. Donc c'est un choix on a de pris la placement décision. professionnel. On a pris la décision, on a dit stop, on arrête. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on n'enseigne plus l'électronique dans les 3 premières années. Bien au contraire, l'informatique tourne sur des machines. Les machines sont des machines électroniques. On peut très bien imaginer qu'un conducteur automobile ne sache pas comment fonctionne bien sa voiture, comment fonctionne, quel est le meilleur rapport à choisir dans telle ou telle situation, rapport de vitesse, et ainsi de suite. Parce que ce n'est pas un professionnel, c'est pas un professionnel de la conduite, c'est quelqu'un qui utilise sa voiture parce qu'il a envie de se déplacer. Mais pour un professionnel, je fais le rapprochement là, un professionnel de l'automobile, un professionnel de la route, un professionnel de la conduite sportive en particulier, s'il ne sait pas comment sa machine fonctionne, ça va mal se passer, ou tout au moins il sera toujours bon dernier. Là c'est la même chose, nous on dit on travaille dans le domaine des technologies de l'information et des communications, ces technologies tournent sur des machines électroniques. Si je ne suis pas capable de savoir comment c'est fait, comment ça fonctionne, quels sont les principes généraux, ça ne va pas. Les frais est-elle impliquée dans des concours inter-écoles tels que SAIF, Euromanager ou Imagine Cup? Je dirais dans les 3. Elle est impliquée, je sais qu'il y a eu des très bons résultats pour SAIF récemment, il y a quelques années, l'année dernière peut-être. Pour Euromanager, je suis moi-même en train de monter une équipe avec 50 autres personnes pour participer à ce challenge, qui consiste en fait à une équipe de 5 managers qui va être des managers virtuels. Donc on va nous donner plein d'informations sur une entreprise, il va falloir prendre des décisions. Donc les frais est très impliqués dans ce type de concours. Question Campus Channel, la dernière. Question de bruit couloir, on veut un scoop. Ah, il paraît que. Qui peut venir de Flore Oui, ou de vous alors. Ah bah vous pouvez y aller, puis j'en mettrai. Un scoop, qu'est-ce qu'on doit apprendre sur ce qui va se passer bientôt à l'EFREL? Je ne sais pas en fait. Un scoop, vous allez monter un nouveau site, vous allez une nouvelle implantation, une nouvelle filière.
Vous allez fusionner demain avec une concurrente. Je sais pas si vous l'avez fait exprès. Alors fusionner, non. Mais on va accueillir à Villejuif une autre école d'ingénieurs qui s'appelle les CIGETEL. Et on le fait exprès, c'est encore une fois dans le même domaine, ou plus exactement dans un domaine assez connexe. Donc c'est, pour la toute petite histoire, hein, c'est une école qui a été à l'initiative de la Chambre de commerce de Melun, et aujourd'hui les chambres de commerce ont évolué et ont souhaité se retirer de la danse. Hein. Donc nous avons repris sa gestion. Les CIGETEL continuent à exister, le diplôme continue à exister, ce serait très bien comme ça d'ailleurs. Hein. Simplement, on va pousser un peu les murs pour accueillir cette nouvelle école partenaire. Et vous voyez qu'il y a de la place pour tout le monde quand je vous le disais, parce que là, on le fait exprès, c'est le loup dans la bergerie, c'est-à-dire on met dans une école d'informatique une autre école d'informatique. C'est à se taper la tête par terre. Mais non, parce qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde. Après, on va être un peu intelligent. Hein, on va dire, nous, on va plutôt faire ce genre, on va s'occuper de ça. Alors, pas se manger le même beefsteak. Hein. Nous, on va plutôt s'occuper de ça, et on va faire ça, effectivement, en toute intelligence. Allez, autre question. Flore, je vous laisse la lire. Monsieur, bonsoir. Pouvez-vous nous renseigner exactement sur la sélectivité au concours CPGE DUT Université? C'est pour vous. Et en même temps, vous l'avez expérimenté, enfin, vous avez répondu ces concours. On peut en parler. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez le souci aussi d'avoir peut-être plus de candidats pour sélectionner mieux, pas simplement du point de vue académique, mais aussi... Alors, je vais traiter différemment. CPGE, c'est un réel problème. Enfin, ça dépend comment on voit les choses. Hein. Il y a aujourd'hui largement plus de places dans les écoles d'ingénieurs qu'il n'y a d'élèves en CPGE. Mais alors, largement. Ce qui veut dire que, a priori, tout le monde devrait trouver sa place. Ce qui veut dire, je continue, que, ou bien on s'appelle une très très grande école, hein, l'IX pour ne pas les nommer, l'IX, Mines, Pont, Normal Sup, ça peut aller jusqu'au Central Supélec quand même, au niveau des concours, et on va réellement faire de la sélectivité, c'est-à-dire on va classer les élèves et prendre le top du top de chez top. Ok. Hein. Les autres écoles vont faire pareil, on va dire, nous aussi on va sélectionner. Résultat, compte tenu de l'équation numéraire de tout à l'heure, les écoles qui ne s'appellent pas X, machin, vont pas remplir. Ça c'est clair et net et précis. Donc, ce que l'on dit, donc je le répète puisqu'on le dit, hein, ce que l'on dit, c'est que, alors que les très grandes écoles font effectivement de la sélection, si j'ose dire, à l'ancienne, les autres écoles font du tri et cherchent à avoir une répartition d'élèves ayant quand même un certain potentiel, mais en règle générale, quand on a fait les 2 ans de CPGE, on sait ce que ça veut dire le mot travail. Il y a des accidents, bien entendu, mais on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire donc on n'a pas trop peur de ça. Quelqu'un qui est en CPGE, a priori, a le niveau, et a priori, quasiment tous les étudiants ont le niveau pour rentrer... Normalement. À les frais. Normalement, c'est l'objectif pour rentrer à les frais ou ailleurs, ou dans des écoles similaires. Il y en a une myriade. Il y a un concours qui s'appelle, enfin une banque de notes plus exactement, qui s'appelle E3A, qui regroupe énormément d'écoles et privées, nationales, universitaires, et tout le monde y trouve sa place, donc c'est relatif. Concernant les DUT, université, c'est différent. DUT université, c'est différent. Les DUT et dans une certaine mesure les études universitaires ne sont pas faites pour rentrer en école d'ingénieur. Les CPGE sont faites pour, c'est dans leur nom, pas les DUT université. Et là, on trouve des publics beaucoup plus différents dans leur performance académique. Et là, effectivement, je ne veux pas dire qu'il y a une vraie sélection, mais il y a une sélection assez importante. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la barrière ou de la frontière de ce qu'est la sélectivité chez vous, en termes de dossier, de niveau, pour savoir si on peut postuler à les frais ou pas? Bon, il y a quand on vient d'un DUT ou d'une licence en particulier. Voilà, parce qu'on a compris que pour les CPGE, la sélection était quasiment faite par la CPGE. Exactement. Donc au niveau DUT licence, ce que l'on... Ça nous regarde, hein, on fait une étude de dossier sur des critères bien spécifiques. Exemple, au niveau DUT, on va faire un focus sur les mathématiques parce qu'on sait que c'est ça leur problème, et ça leur posera des problèmes après. Hein. Au niveau de l'université, on fera au contraire du focus sur les technologies, en particulier informatique et électronique. Hein. Et donc on se refait un bulletin, finalement, hein, un bulletin propre à nous, avec nos nouveaux critères, qui sont extraits, évidemment, des résultats que ces étudiants ont eus.
Et là, il y a déjà la barre du 10 qui joue. Hein, en fait, on joue le jeu. Hein. Il a la barre du 10, mais à notre façon. Hein. Donc en dessous de 10 sur 20, on va dire, ben non, ça ne fonctionne pas. Hein. Le redoublement, si on a fait 3 années DUT pour DUT 1, DUT 2, on n'aime pas trop. Hein, donc on applique des pénalités. Et ensuite, ensuite on joue le jeu. On a un certain nombre de places. Hein. On a de l'ordre de 120 places prévues. Hein. Il faut aussi qu'on fasse attention à ça, quoi. Hein. Pour les licences DUT, on prend les 120 premiers, avec bien sûr une liste d'attente, il ne faut pas exagérer. Dans quelle mesure joue l'entretien d'admission? L'entretien d'admission joue pour les IUT et pour les licences, joue à 50% par rapport au dossier. 50% dossier, 50% entretien d'admission, c'est très important. Qu'est-ce que vous attendez dans cet entretien d'admission qui puisse faire changer qui puisse changer la donne? Essentiellement, on peut faire changer la donne en fait dans l'entretien d'admission? Changer totalement non, hein, mais passer la barrière, peut-être, hein, quelqu'un qui serait un peu juste. Ce qui fait gagner des points, c'est la vraie motivation. Ça veut dire, je suis motivé, hein, parce que on pose les questions qui vont bien pour bien comprendre. La connaissance de l'école, on se présente pas. En plus, c'est impoli. On se présente pas aux portes d'une école en disant je viens ici comme ça, j'ai eu la lumière, je vais passer l'examen. On rentre pas dans une formation d'ingénieur sans s'être renseigné un minimum, et si possible un maximum, sur ce qu'est la carrière et en quoi cette carrière me colle. Après tout, si on a fait une UT, pourquoi on a fait une UT? Pourquoi on n'est pas rentré directement en école d'ingénieur? Tout est respectable, hein, mais tout ça, il faut l'expliquer. Donc on attend aux élèves, des élèves ou des étudiants qui expliquent pourquoi ils veulent rentrer dans une école d'ingénieur et qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur diplôme. Pas à long terme, hein, mais dans 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et on teste pas du tout les connaissances scientifiques, ça on les a par ailleurs, hein, et on teste quand même par ailleurs l'ouverture, parce que les Frais est une école quand même assez ouverte, hein, Flore l'a dit, et on teste un peu l'ouverture. Qu'est-ce qu'il a fait, hein, est-ce que c'est le potache absolu? Pourquoi pas? C'est l'implication extra-universitaire, c'est les centres d'intérêt. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? Flore. Sur quoi se basent les critères de sélection pour le double diplôme ou le master spécialisé? Alors je pense que le premier critère, c'est tout d'abord les dossiers scolaires, parce que les Frais a certains gages de qualité assurés envers les établissements où elle envoie ses élèves. Après, il y a vous vous basez exclusivement sur les résultats à l'EFRAY, ou vous pouvez aller piocher également dans les cursus antérieurs? À l'EFRAY. D'accord. À l'EFRAY. Après, il y a le projet professionnel de l'élève. Il faut vraiment que le double diplôme ou le master spécialisé lui apporte un plus dans son projet professionnel. C'est le cas dans votre cas, c'est le cas, Flore? Dans mon cas, oui. Je cherche vraiment une double compétence. Je ne veux pas rester sur le côté technique de la finance. Et j'aimerais prendre des postes avec plus de responsabilités opérationnelles, donc j'aimerais vraiment acquérir ce plus que pourrait me fournir le double diplôme. Et ensuite, la motivation qui rentre en compte, bien évidemment. L'implication dans les associations de l'école aussi, ça montre une certaine motivation et l'envie de l'élève. Je ne sais pas si j'ai oublié des points. Non. Flore, quel est ton cursus associatif à l'EFRAY et que t'apportent ces associations? Alors moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis très impliquée dans la junior entreprise de l'école. C'est vrai que quand je suis arrivée à l'EFRAY, je sortais de prépa, je ne savais pas vraiment ce qu'étaient les associations, et là j'ai découvert tout l'univers des juniors entreprises. Et il y a une phrase que j'aime bien qui caractérise bien ce qu'est une junior entreprise, une entreprise dans l'école, une école de l'entreprise. Donc c'est vrai que c'est vraiment une première approche du monde professionnel. C'est une expérience très enrichissante sur le point de vue humain, professionnel. On apprend des tonnes de choses. Je dirais pas qu'on en apprend plus que pendant les cours, mais on met vraiment en pratique tout ce qu'on a appris dans le passé au niveau scolaire. Que t'apportent ces associations, donc j'ai précisé, voilà. Et après, j'ai aussi été impliquée un peu dans le BDS. Bureau des sports. Bureau des sports, voilà. Les formations seniors aussi, donc c'est pour faire la promotion de l'école, surtout les forums, les campus, et dans les écoles aussi. Que se passe-t-il pendant l'entretien individuel d'admission? C'est un échange. Vous l'avez passé, Flore? Oui.
Bah, moi, oui. moi, Ça, c'est intéressant. Oui. C'est c'était, frais encore, c'est pas trop ancien. non, c'était l'entretien après concours des classes préparatoires. C'est en fait un jeu d'entreprise, un serious game, on pourrait dire. Donc, c'est une simulation, on est par équipe. On va nous donner plein d'informations sur une entreprise et pendant toute une matinée avec l'équipe, on va devoir prendre des décisions, savoir si on veut investir dans la recherche et le développement, enfin, prendre plein de décisions pour faire évoluer l'entreprise. Ensuite de ça, l'école va faire une simulation avec tous les chiffres qu'on a donnés. On va présenter toutes les décisions qu'on a fait devant un jury en groupe, oui. C'est vraiment un entretien de groupe. Et ensuite, avec les résultats qui ressortent de la simulation après les décisions prises, vont montrer quel groupe a su le mieux gérer son entreprise, qui a pris les bonnes décisions, qui a pris les mauvaises décisions. Ça ne vaut que pour les CPGE? Oui. Vous n'avez pas d'entretien individuel? Non. Non. Alors, c'est étrange quand même, parce qu'au final, c'est un très étrange. travail de groupe. C'est très étrange. Et de deux, ça porte sur l'entreprise, ce qui est étonnant pour une école d'ingénieur. Eh oui. Alors c'est très étrange, on a eu cette idée-là, alors pour le coup je crois que c'est aussi original, mais bon, j'arrête de dire ça. De dire, les CPGE sont formés à l'individualisme, bien sûr, ils sont formés à travailler, soit en groupe, mais en tout cas, pour un résultat personnel, l'intégration dans une école. On a voulu savoir ce qui allait se passer si on cassait ce schéma-là, car les ingénieurs, eux, ne sont pas formés pour être individualistes, ils sont formés pour travailler en équipe, ça c'est clair. Donc on s'est dit, bien, on va commencer, pour voir. Ça c'est une première chose, simplement pour voir le comportement des individus. Mais attention, après, il ne faut pas s'y tromper. Alors j'espère que personne n'écoute, je vais délivrer un secret là. Il ne faut pas s'y tromper, on fait une évaluation individuelle, bien entendu. Parce que ce qu'on ne dit pas, je peux le dire. C'est pas un groupe qui gagne, un groupe qui perd en fait. Pour la forme, pourquoi pas? Après tout, c'est intéressant, ils ont travaillé pendant là, ouais, on a gagné, mais nous, ce qui nous intéresse aussi au-delà, c'est le comportement individuel de chacun. Il y a des observateurs, vous les avez vus, là, qui tournent, ils disent rien, tournent, regardent, ça va, voilà. Et ils ont un petit bloc sur lequel ils notent un certain nombre de choses. Et j'attends de ça, moi qui suis le directeur du concours, qui prépare la feuille de jury, donc, bien entendu, j'attends une évaluation individuelle, bien entendu, j'attends une évaluation individuelle, puisque derrière, on doit faire un classement. On ne peut pas faire un classement sur un groupe. Donc, il y a effectivement, il faut dire les choses, il y a effectivement une note qui est donnée au groupe, on le paye, tout travail mérite salaire, doublé d'une note individuelle, doublé, bien sûr, des résultats des épreuves écrites, bien entendu. Sur l'entretien individuel, parce que c'est la question qui t'est posée, l'entretien individuel d'admission, là pour le coup... C'est vraiment un entretien. Qui êtes-vous? Que voulez-vous faire? Qu'avez-vous fait? Pourquoi cette école? On reste combien de temps avec vous pendant cet entretien? Une demi-heure. Une demi-heure, quand même. Oui, quand même. Alors, depuis 2 ans déjà, depuis 2 ans, on a imaginé, parce que c'est difficile de parler comme ça spontanément, donc on a imaginé faire étudier aux élèves, faire lire aux élèves un petit texte et d'en faire un résumé à leur façon, d'en faire un petit commentaire, un texte qui porte sur n'importe quoi. Pas forcément sur les nouvelles technologies? Non, ou une pensée, ou une idée, mais simplement, l'objectif est tout simple, c'est tout simplement de les faire parler à partir de quelque chose, de dire exprimez-vous. Alors on va essayer d'accélérer sur les questions, si vous voulez bien, tous les deux. D'accord. Quelles sont vos exigences en maths? Les maths sont au même niveau, au sens de la scolarité, sont au même niveau que l'informatique. Donc on a des exigences en mathématiques, spécialement pour une école dite d'informatique ou de TIC. Les maths, au-delà de la matière en tant que telle, c'est un formidable outil de modélisation et de résolution de problèmes. Et modélisation, résolution de problèmes, c'est le quotidien d'un ingénieur. C'est vrai qu'un tiers des personnes l'année dernière n'ont pas été diplômées finalement. Un tiers, c'est peut-être un peu beaucoup. Mais il y en a 40. C'est énorme, ça, un tiers. Oui, mais je vous ai expliqué. Non, c'est pas un tiers. Non, quand même pas, faut pas exagérer. Voilà. Alors, que s'est-il passé?
Il y a une chose que je n'ai pas encore exprimée jusqu'à présent, et puis je vais en profiter. On a une certaine exigence, quand même. C'est-à-dire, encore une fois, et je sais si je le répète, nous, à l'issue des 5 ans ou des 3 ans pour les entrées parallèles, nous délivrons un titre d'ingénieur au nom de l'État. Au nom de l'État. Désolé, c'est pas rien. Hein, habilité par la CTI. Mais bon, très bien. Donc, c'est pas une formalité. Voilà. Donc, on a une exigence. Cette exigence, on l'a construite sur un schéma qui est assez contraignant, il faut l'avouer, c'est comme ça, qui est de dire, eh bien voilà, on a 10 semestres de formation. Pour chacun de ces 10 semestres, on a environ une dizaine de ce qu'on appelle communément des matières. On fait la multiplication, ça fait 100. Disons qu'on a une centaine de matières entre le premier jour de la L1 et le dernier jour de la N2. Eh bien, ces matières, il faut toutes les valider. J'ai bien dit, toutes. Toutes. 100%. Et comment se fait-il qu'on puisse ne pas le savoir jusqu'au dernier moment, alors, ou comment on peut avoir la surprise de Si, on le sait, non, on le sait très bien, hein, parce qu'il y a un tableau de bord hein, via le portail. Hein, ils sont maso alors les étudiants. Non mais ils savent très bien, il y a un tableau de bord, ils connaissent les règles du jeu, tout le monde connaît les règles du jeu, personne ne peut dire qu'il ne les connaît pas. Hein, il peut arriver, alors bien sûr on a des sessions de rattrapage, hein, on n'est pas des sauvages, hein, bien entendu. Hein, il peut arriver que des élèves ont du mal à y arriver, ont besoin d'un peu plus de temps, pourquoi pas. Et là, on a pas diplômé, il faut voir ce que ça veut dire. Hein. Le jour du jury de diplôme, on l'observe. Alors, sur les 100, s'il y en a 99 ou 98 qui sont validés, on n'est pas des chiens quand même, hein, le jury souverain dit « Ok, j'accorde le diplôme, il a le droit de le faire. Je valide ce qui n'est pas validé. C'est similaire à la technique dite de la compensation de l'université ou des points de jury. Hein, c'est parfaitement légal. Le jury est souverain. Il est parfaitement légal de faire ça. On s'en prive pas. Il ne faut pas exagérer non plus. Hein, bien entendu. Hein. Personne n'est parfait, loin de là. Mais si c'est 90%, là on tousse. Hein, le jury dit ça ne va pas. Et donc on fait ce qu'on appelle une suspension de diplôme. Ça veut dire que pour cette année, là, il y a eu beaucoup plus que les 2 tiers qui ont été diplômés. Simplement, on conserve le diplôme par-devers nous. On le met dans un coffre et on lui donnera dès qu'il aura validé. Ça se fait en règle générale dans le semestre ou l'année qui vient. Il y a aussi une autre raison, et là c'est tout à fait autre chose, c'est l'ajournement, mais pas un ajournement au sens de conditions qui n'auraient pas été remplies, c'est tout simple. C'est ce qui risque de vous arriver, hein, je suis élève et je décide de faire un double diplôme, mais ça me prend un an de plus, évidemment je perds le bénéfice de ma promo. Ça c'est compté là-dedans. Bien sûr, donc c'est ajourné, et il y en a eu beaucoup. Il y en a une quarantaine qui ont fait une interruption, enfin on peut dire une césure vers une école de commerce, une césure par un master spécialisé, une césure à l'étranger, dans une université, ils sont partis, ils sont parvenus, ils reviendront l'année prochaine, évidemment le diplôme est ajourné, etc. Des non-attributions de diplôme, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Flore, Alain, pour cette question. Comment s'organise le parcours général? Alors, on rentre en admission parallèle, on sort de l'EFREC. Qu'est-ce qui se passe en fait pendant toutes ces années? En gros, grossièrement, la structure, c'est quoi? moi, pour ma part, c'est vrai qu'en arrivant en première année d'école d'ingénieur, c'est une année assez généraliste pour tout le monde. Donc en troisième année. En troisième année, voilà. Tout le monde suit les mêmes cours. Et après, le choix se fait pour les 2 années de master. Dès la M1, on doit choisir, donc il y a une formule que les frais aiment bien, P égale M3S. Donc il y a la mention, la majeure, le métier et après le secteur à choisir. Donc c'est vrai que chacun peut vraiment se créer. La mention, c'est quoi? La majeure, c'est l'orientation technique dans la 4e année. Par exemple Par exemple, système d'information, réseau télécom, informatique et finances de marché, intelligence numérique. D'accord. Voilà. La mention, c'est l'approfondissement lié à une majeure, cette fois-ci en dernière année. Donc en intelligence numérique, par exemple, on va parler d'images de réalité virtuelle ou de robotique, de systèmes embarqués. En système d'information, on parlait de business intelligence, aide à la décision, pardon. Où on va parler d'architecture de système d'information, etc. Donc ça, c'est vraiment la provenance technique. C'est une précision de la majeure. C'est une précision de la majeure, c'est ça. D'accord. Le secteur, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, mais c'est le domaine industriel, commercial ou de service dans lequel on va s'impliquer. Hein. On va exercer son métier dans
le domaine d'une banque, dans le domaine des transports, dans le domaine de l'aéronautique. Toutes les combinaisons sont possibles, c'est-à-dire qu'à partir d'une Et toutes les majeure, on peut combinaisons très sont bien possibles. choisir le secteur qu'on souhaite. Exactement. Et le métier, pour terminer, c'est la carte de visite. Hein. Qu'est-ce que vous faites dans l'entreprise, hein? Ok, vous êtes informaticien au sens très large, vous travaillez dans l'énergie, mais votre journalier, c'est quoi, hein? Là, il y a des Qu'est-ce que cours vous faites? pour ça. Il y a des cours, pour tout s'apprend. Tout s'apprend. Ça, c'est notre métier, bien entendu. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je suis chef de projet, mais ça s'apprend. Je ne dis pas chef de projet comme ça, tout à coup, comme dans la pièce de Molière. Et ça y est, maintenant je suis médecin. Non, c'est pas ça. Hein, ça. Chef de projet, ça s'apprend. Négociateur international, ça s'apprend. Ingénieur d'affaires, ça s'apprend. Tout s'apprend. Il n'y a pas de raison. C'est assez spécifique, j'ai l'impression, comme à l'EFRAY pour le coup, parce que cette articulation secteur, fonction, puis enfin, métier, Métier, etc., c'est ça, oui. Ça fait de l'ordre de 300 parcours possibles, différents, raisonnables, hein, parce que si on fait la multiplication, on trouve bien plus que ça. Bon, enfin, faut pas exagérer. Il y a des associations qui sont un peu contre nature, mais c'est intéressant. Hein, on a mis ça en place. Tiens, voilà encore un peu d'audace. Hein, on a mis ça en place, ou plus exactement, on a étudié ça l'an dernier, et on a dit, bon, on va le mettre en place à la rentrée, tant qu'à faire. Hein, bon, on y va. Hein. Puis si on se plante, on verra bien. Mais c'est pas le cas. Quelles sont les spécialisations les plus renommées? Ça, c'est Flore, c'est les bruits de couloir, vous allez pouvoir nous le dire. Sincèrement, je pense pas qu'il y ait des spécialisations plus renommées. C'est vraiment chacun qui va créer le parcours qui lui correspond. Dans toutes les écoles, Flore, on sait très Non, bien enfin, qu'il y a des parcours parce qu'il y a des profs qui sont mieux que d'autres, parce que il va y même avoir à certains l'instrumental, elle a l'air de dire parcours oui, peut-être alors. plus demandés que d'autres, mais Forcément. Ouais, plus demandé que d'autres. c'est au niveau de la demande. Je Ouais. pense pas que ça soit Ouais. au niveau de la renommée et du niveau des cours enseignés dans chaque parcours différent. Les élèves sont aussi assez clairvoyants. Hein, il y a une majeure qui s'appelle le système d'information, enfin architecture du système d'information, très exactement. Hein. Elle a toujours été considérée par les élèves, même avant notre schéma M3S, comme étant la plus généraliste au niveau de ses applications. Bon, ben voilà, hein, c'est pas la peine de dire plus. On avait prévu 2 groupes, en fait, on a dû en faire un 3e parce qu'il y avait une forte demande. Après, il y a aussi faut pas le cacher, hein, bien sûr, il y a aussi des effets de mode. Hein, robotique, c'est sympa, hein, c'est new look. On a envie d'y aller, mais d'un autre côté, quand on regarde un peu le programme, on dit oh là, capteur automatique, oh là là, il y a comme les élèves disent, il y a l'électronique, alors on va pas y aller. Donc c'est plus par impression et aussi, faut quand même pas l'oublier, par il y a aussi de la crainte hein, au niveau du marché de l'emploi en disant ouais, je vais aller dans l'image, mais comment je vais trouver mon stage déjà et comment je vais trouver mon emploi dans un domaine aussi restreint que ça. Qui sont les personnes admises? J'ai un peu peur d'être avec des geeks. Alors sincèrement, s'il n'y avait que des geeks, je serais partie au courant. Mais non, les personnes variées d'écoles d'ingénieurs. Alors c'est sûr qu'il y a des profils qui vont être plus axés informatique, robotique, qu'on pourrait peut-être qualifier d'un peu plus geek, mais il va y avoir d'autres profils dans l'école. Vous êtes la preuve vivante qui se qu'il complètent. n'y a pas que des geeks dans l'école, c'est ça Flore Je ne sais pas si je suis la preuve vivante, mais en tout cas, je pense vraiment pas être une geek et il n'y a vraiment pas que ça dans l'école, quoi. Il y a des gens normaux et très intéressants. Il y en a peu finalement. Il y en a, hein, encore heureux d'ailleurs. Mais tous les goûts sont dans la nature, hein, bien sûr, mais finalement il y en a peu. Et c'est peut-être le fait d'afficher à force, hein, que les frais affichent son ouverture vers le monde, son ouverture vers l'entreprise, son ouverture. Geek, ça va être méchant, c'est un petit peu une fermeture sur une technologie On en revient à l'informatique là pour le coup. On en revient à Ça l'informatique, ouais, ça c'est bon là. Bonsoir, j'ai le projet de créer une entreprise, c'est possible à l'EFRAY. À votre avis? Oui, c'est possible. Il y a des associations qui C'est pas sont encourageant, là en tout pour cas, nous si. aider. Encourageant? C'est pas encouragé, je veux dire. Si, il y a les incubateurs, il y a plein un incubateur qui tourne à de fond. programmes qui sont là pour aider justement les entrepreneurs et les gens qui veulent créer leur En quoi il entreprise. tourne à fond l'informatel? On sait que vous aimez mettre en avant un certain nombre d'entrepreneurs qui sont sortis de l'EFRAY, qui sont Oui. disponibles, qu'on voit sur votre site internet, Ouais, etc. ouais. Des personnes qui sont maintenant connues et reconnues. Ouais, ouais. Mais est-ce que concrètement, l'EFRAY est une école dans laquelle on entreprend vraiment? Est-ce que c'est vraiment encouragé? Ah oui, ça on entreprend vraiment. Il y a je parlais de référence tout preuves. à l'heure, il y a un référent, oui bien sûr,
il y a un référent, alors c'est un référent un peu spécial, hein, mais un référent entrepreneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on a une idée comme ça, on a ce défaut, tiens, tout à l'heure, je ne connaissais pas celui-là, enfin je ne l'ai pas mis en évidence, hein, on a le défaut de, a priori, toujours dire oui, même si après, on le regrette. Bon. Mais a priori, on va dire oui, et j'ai envie de faire j'ai envie de construire ma société, d'accord. Mais on va le mettre en relation justement avec, c'est permanent, hein, avec ce référent entrepreneuriat qui va un peu titiller, disséquer, regarder, c'est quoi le projet, là. Qu'est-ce que vous appelez un référent à l'infondamental? C'est une personne, hein, c'est à l'origine enfin j'ai renseigné, même pas, non, c'est un professionnel, hein, qui a voulu à un moment donné se tourner, disons faire partager son savoir, et donc il a fait un peu d'enseignement, pas beaucoup même, d'enseignement de connaissance de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a qu'une personne il y a une personne avec qui on peut discuter d'entrepreneuriat. Exactement. Et qui va nous prendre en charge, parce que comment on va financer, il va répondre à ces questions-là, ou tout le monde va diriger vers les bonnes personnes, pas lui qui va financer, hein, on va dire. Et qui, s'il sent que ça peut fonctionner, du potentiel, va diriger vers la cellule, enfin les cellules de création d'entreprise, la pépinière, hein, l'incubateur, excusez-moi, ça va avoir la pépinière, vers l'incubateur. Donc l'incubateur, physiquement, hein, c'est une maison, enfin, c'est tout simple, hein. C'est une maison qu'on a achetée et qui est divisée en petites cellules, hein, des bureaux qui font quoi, 3 mètres sur 3, hein, et dans lequel, momentanément, le futur entrepreneur va s'installer pour y mener ses affaires, et on le conduit le plus loin possible. Maintenant, il faut bien avouer que l'informatique s'y prête, car l'investissement initial en matériel, machine et bureau, hein, 3 mètres sur 3 et encore, hein, est presque négligeable. Donc c'est assez facile et c'est assez peu dangereux d'imaginer faire de l'entrepreneuriat à les frais. Ça serait une école de mécanique, ou une école de chimie, je serais certainement plus mesuré, hein, faut être honnête, hein. Mais les élèves mordent à l'hameçon, et dès qu'ils ont une idée, je peux vous garantir qu'ils vont voir ce monsieur qui va les aider ou les dissuader. Ça arrive, hein, en disant non, ça se voit pas, hein. Je voulais savoir si la destination des États-Unis pour le séjour d'immersion sera disponible l'année prochaine. Ah, alors c'est délicat, hein, quand on envoie des cohortes aussi importantes que ça au niveau de 3 pays, on n'est pas les patrons du monde, hein. Nous, on a évidemment des intentions et on fait tout ce qu'on peut pour le faire. Maintenant, s'il y a des accidents, on n'y peut rien. Alors là, bon, je suppose que c'est un élève qui pose cette question-là, mais ça n'a pas d'importance, hein. Il s'est passé, et je suis transparent, complètement, hein. Il se trouve qu'on a un problème de logement. Parce que, ce qu'il faut préciser aussi, après tout, hein, on va jusqu'au bout, hein, c'est que c'est une chose de dire, eh bien voilà, allez à l'étranger, mais vous vous débrouillez, je suis poli, hein. Le voyage, prenez rien, le logement, la bouffe, démerdez. Là, je suis pas poli. Bon. Dans notre programme L3, on prend en charge le voyage, on prend l'organisation, hein. On prend en charge le voyage, l'hébergement, on s'assure qu'il y aura ce qu'il faut pour qu'ils puissent se restaurer décemment. Même financièrement, vous voulez dire? Non, c'est en plus, hein. Alors, pour l'Angleterre, pas le logement, hein, mais pour l'Angleterre, on prend en charge, on fait un système car, d'ailleurs, le car vient les chercher exactement sur le campus, et les ramène, le même car, hein, 3 mois plus tard. On fait vraiment tout ce qu'on peut. En tout cas, vous vous assurez en tout cas que tout le monde ait un logement. Ah oui. Et apparemment, ça pose problème aux États-Unis. Vous n'êtes pas en mesure d'assurer. On a eu un accident. C'est-à-dire que l'hôtel, auparavant, on arrivait à les loger en résidence universitaire, donc là, ça allait tout seul. La politique, ça a un peu changé aux États-Unis. On n'y peut rien. Et les résidences universitaires sont absolument maintenant réservées, et d'ailleurs obligatoires, aux étudiants américains. C'est comme ça. Donc ça remet en cause cet échange aux États-Unis. Donc on a trouvé un hôtel, hein, à côté, c'est à San José. On a trouvé un hôtel, mais pas 36, quoi. Hein, et effectivement, ça fonctionnait, la preuve, hein, l'an dernier. Cette année, ils nous disent, désolé, ça peut... Alors c'était 50 €. Moi, j'étais sur le campus, en fait. Ah, j'étais sur le campus, vous avez encore de la chance, oui. Voilà. Donc c'était, en gros, hein, 50 l'équivalent 50 € la chambre. Cette année, ils disent, ok, mais on a des congrès, vous comprenez. Donc on a des propositions à 100 €. Ok, on vous accepte pour 100 €. On dit non. Mais plouf. Donc concrètement, malheureusement, pour l'année prochaine, non, ils partent pas parce que comme on ne veut pas qu'ils partent, parce que comme on ne peut pas leur garantir un logement, on dit pas question.
pas question de partir à l'aventure. D'accord, vous êtes en train de nous dire que c'est un gage de sérieux de votre part. J'ai la Ça faiblesse veut, de dire, penser. ça veut dire que pour l'année prochaine, J'ai en la- fait, c'est Angleterre ou Malaisie? Pour cette année, c'est pour le. Donc on a un programme qui part. On a 2 programmes par an, hein, pour qu'il n'y ait pas trop de monde quand même. On divise la promo en 2. Ça n'a pas d'importance. Hein. Une moitié part en automne, une moitié part au printemps. Printemps, les États-Unis pour le printemps, c'est râpé. D'accord. Si. Et ça ne concerne pas a priori les étudiants qui rentreront l'année prochaine? C'est-à-dire que l'année prochaine, ça pourrait revenir Bien dans sûr, l'ordre? bien sûr. D'accord. Croyez-moi, en dardard, hein, on cherche d'autres solutions. Croyez-moi. Hein. Ça peut arriver. Hein, Ça fait peut arriver, partie ça peut arriver. aléas. Je voudrais trouver un stage à l'étranger, vous nous aidez. Alors sincèrement, en M1, pas beaucoup. Enfin, moi, je sais que j'aimerais vraiment faire mon stage à l'étranger cette année. Et je trouve pas que l'école fasse grand-chose pour aider les étudiants à trouver un stage à l'étranger, enfin, néanmoins en première année. C'est vrai. Voilà, En même temps, voilà un progrès qu'on peut faire. il n'y a pas tant d'écoles qui aident tant que ça à trouver des stages, et en particulier à l'étranger. Enfin, Oui, mais- sûrement. je donne mon regard extérieur. Je ne veux pas casser de sucre sur les confrères. Mais Non, mais c'est vrai Avant- que c'est à l'étudiant de faire les démarches de son côté, s'il Bon. veut trouver un stage à l'étranger. C'est-à-dire qu'on ouvre, on a vraiment tellement envie d'ouvrir le maximum de possibilités, faut bien l'avouer, hein, c'est le défaut de notre qualité peut-être, hein, que à un moment donné, bah, on n'y arrive plus. Parce que ça pourrait être simple, on pourrait dire, oh, bah, les stages, c'est en France, hein, et puis on a, alors là, des catalogues de stages en France, on a tout ce qu'on veut, hein, évidemment, et donc bah, c'est tout bon. Mais, pas de fausses promesses. Il y a des écoles qui parfois font des fausses promesses sur les stages avec une prise en charge permanente, etc. Non, non. C'est pas le cas. Non. Bon, si vous avez l'honnêteté de le dire là à Flore, mais toutes les écoles ne le font pas, et c'est pas moi d'un point de vue extérieur, ne me semble pas un point discriminant en fait pour les frais. On arrive. les élèves de il l'EFRE. reste encore une dernière question. Dernière question. Alors, les élèves de l'EFRE pas filadés dans le prépa américain. Alors, on a ouvert cette année. Ça, c'est une prépa. C'est-à-dire là, pour le coup, on va effectivement faire 2 ans. C'est en principe pour les étudiants chinois. Donc là, je comprends bien. Les élèves de l'EFRE dans la prépa Pékin, est-ce que ça veut dire les élèves français dans une... C'est quoi cette prépa Pékin? C'est une prépa Pékin. C'est destiné à de jeunes Chinois qui souhaitent entamer des études d'ingénieur en France. Donc ils passent par et un an, 2 ans? C'est 2 ans. Hein, ils vont passer 2 ans Dans un à SAS. Pékin, dans un SAS, exactement. Ils vont arriver en 3e année, dans une 3e année aménagée, hein, qu'on a déjà appelé L3 international, L3I. Donc est-ce qu'a priori, donc inverse, donc est-ce qu'un étudiant français peut aller dans la prépa à Pékin? Non, c'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour ça. Vraiment pas fait pour ça. Est-ce qu'on peut se rendre en Chine à un moment ou un autre? Ah oui, mais bien entendu, au niveau au niveau des stages, par exemple, hein, quoique ça, c'est pas très pratique. Hein. Mais classiquement, enfin, entre guillemets, hein, au niveau de la dernière année, dans le cadre de schéma d'échange Erasmus. Le cadre de type Erasmus. Ça, c'est le plus classique. Il n'y en a pas énormément, hein, il n'y a pas énormément de demandes, mais en tout cas, toutes les demandes pour aller en Chine se font par les intermédiaires de ce dernier semestre académique. Alain Fromentel, Flore Thomas, on arrive à la fin de cette rencontre. Est-ce que vous avez l'un et l'autre un dernier mot? Soit un point qu'on n'a pas évoqué, soit une synthèse l'un et l'autre. Allez-y. Alors, en tout cas, je peux vous dire qu'on a de l'énergie dans cette école, hein, mais elle est débordante. Hein. Ce qu'on essaie au maximum, c'est de vous transmettre, futurs candidats, prospects et tout autre, hein, et élèves qui sont au bout, je le sais bien aussi. Si on pouvait vous transmettre que le 10% d'énergie que l'on a et que le 10% d'audace, parce que les deux vont ensemble, hein, que l'on a, bah, c'est gagné. Flore? Moi, j'aurais envie de dire que c'est vrai que tout l'administration de l'école se bat un maximum pour tenir les promesses qu'elle fait aux élèves. Merci à tous les deux pour cette rencontre, pour les réponses que vous avez données aux questions, en espérant qu'on en a traité un maximum. Et puis on donne rendez-vous à tous les candidats. Dashboard dans la welcome box qui se trouve sous l'espace vidéo. N'hésitez pas, les frais a mis à votre disposition des documents pour vous. Et puis on vous souhaite donc bon courage à tous dans ce futur recrutement de l'année prochaine. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.